Après avoir annoncé exclure certains groupes juifs de son défilé sous prétexte qu'ils répandaient des propos haineux, Fierté Montréal a annoncé aujourd'hui revenir sur cette décision et invite toutes les communautés à participer aux festivités. Ça survient évidemment au lendemain de la démission du président du conseil d'administration, Bernard Troing, qui a prétexté des raisons personnelles pour quitter la présidence de l'organisme en plein milieu du festival annuel. Évidemment, vous avez vu toutes sortes de textes et de prises de parole ces derniers jours. Il y a d'ailleurs la consultante numérique Michel Blanc qui a pris la parole aujourd'hui. Je crois que vous connaissez. Oui, on se connaît. Je suis avec Marlo Marleau, qui est le nouveau président du conseil d'administration de Fierté Montréal. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir. Je suis la nouvelle présidence. Oui, tout à fait. Donc, quelques heures à peine après avoir pris la présidence de l'organisme, vous annoncez revenir sur votre décision. Pouvez-vous un peu nous expliquer pourquoi? En fait, nous, ce qui était important, c'est que le processus, on a mis en place un processus qui doit baliser les discours qui sont haineux, transphobes, sérophobes, lesbophobes, etc. Il y a toute une liste de propos qu'on veut pas avoir dans nos activités, dans nos événements. Et puis, il y a des individus qui ont tenu ces propos-là. Le processus qui faisait, ce qui balisait, et puis ça l'a mené à l'exclusion de groupes. Et ce qu'on se rend compte... Deux groupes en particulier. Il y avait d'autres groupes également, okay. mais en particulier ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Et puis, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les communautés juives l'ont vu vraiment comme un rejet basé sur leur foi, sur leur confession. Alors que ça n'a jamais été l'objectif du processus. L'objectif du processus, c'était de baliser les propos. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que dans ce processus-là va être revu, évidemment, c'est qu'on veut baliser vraiment les propos des individus. Puis il y a une tension entre l'individu puis l'organisme qui représente. Elle est où la ligne entre l'individu qui représente une organisation puis les propos qui tient de l'organisation. On va travailler là-dessus de notre côté, ça c'est de la poussine interne, mais certainement ce qu'on voulait corriger, c'était le sentiment que les communautés juives avaient ici à Montréal, mais aussi au Québec, qu'on voulait les exclure sur leur foi alors que ça n'a jamais été le cas. Oui, je pense quand même que, en fait, puis c'est la lecture qu'on peut avoir de l'extérieur, puis vous pouvez nous témoigner comment ça se passe au CA, puis entre les différentes communautés qui participent au défilé puis aux activités, mais on a le sentiment qu'il y a quand même un schisme à l'intérieur. Il y a des gens qui considèrent, puis le schisme autour notamment du conflit israélo-palestinien, des gens qui considèrent que ce que fait Israël, c'est un génocide, que Israël promulgue la haine du peuple palestinien, etc. Puis vice-versa, d'ailleurs. Puis on sent qu'en fait, il y avait une volonté quand même d'exclure la partie israélienne, la partie pro-juive, etc. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous revenez sur la décision, ultimement. Je vous remercie de me donner l'occasion de clarifier. Ouais. Pour Fierté Montréal, pour nous, c'est clair qu'il y a un génocide qui se passe en ce moment en Palestine. Okay. Puis ce qu'on veut, c'est que ça arrête, évidemment. Puis par rapport aux communautés juives, il faut vraiment faire la distinction entre une personne juive et l'État d'Israël. C'est pas parce qu'une personne est juive qu'elle est citoyenne résidente d'Israël, et même si elle l'était, ça veut pas dire qu'elle approuve toutes les politiques du gouvernement. Non. Nous, on fait la distinction entre les personnes juives ici à Montréal, puis leurs droits, surtout les personnes juives qui font partie des communautés de LGBTQIA+, de participer aux activités de la fierté, parce qu'elles s'adressent à toutes les communautés, indépendamment de leur foi. Puis ça, c'est la nuance qui est vraiment importante, c'est qu'on voulait pas que des personnes juives ici se sentent exclues, d'une part sur les propos de certains individus dont certains les représentent, ou à cause de ce qui se passe dans un pays sur lequel ils n'ont pas de contrôle. Alors là, le processus, c'est voulait baliser les discours. Puis on s'est rendu compte qu'il y a comme une ligne perceptuelle qui a été traversée, puis c'est important de la corriger. Moi, j'ai rencontré les membres, les représentants de la communauté juive ici à Montréal, puis je suis rentré en poste, vous l'avez dit très récemment. Ce matin, moi, ma vision, ça a été en fin de semaine, au milieu de la fin de semaine. Puis ma vision, ça a été de dire, dans un monde qui se polarise, où ce que les gens se radicalisent, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Ce qui est en mon pouvoir, c'est tendre la main puis d'essayer d'ouvrir un dialogue. On a ouvert un dialogue, on s'est parlé, on s'est expliqué. On leur a expliqué c'était quoi les propos qui avaient été considérés blessants dans le processus de plainte puis qui ont mené à sévir. Ils nous ont expliqué aussi leur perception, leur compréhension des propos, mais aussi de la situation. Puis on a décidé de tendre la main puis de trouver un compromis où est-ce que les personnes juives sont les bienvenues dans un contingent qu'on va faire pour les personnes des communautés juives, mais qu'on va quand même encadrer les personnes. Il y a quand même le sentiment, puis encore une fois, que je parle au nom quand même d'un sentiment qui est assez partagé ici en studio d'ailleurs, puis on a préparé quand même cette rencontre, que vous avez un peu cédé à la pression populaire. Puis je veux dire, il y a quand même une lettre ouverte qui est parue dans la presse, 16 signataires qui disent le mot sioniste est devenu pour certains un code à peine voilé pour dire juif. Pour eux, le droit des juifs à l'autodétermination est une hérésie politique et dans ce climat délétère, les juifs queer ont perdu leur place dans les événements qui se disaient inclusifs. On a accueilli à l'émission de Karima Brick plutôt Julien Corona, qui est directeur des coms au CIJA. Peut-être qu'on peut écouter rapidement quelques secondes de l'audio. On le voit tous très bien depuis le 7 octobre et même un peu avant. On a une montée forte de l'antisémitisme dans la société québécoise qui s'attaque aux valeurs communes québécoises. Mais cette montée d'antisémitisme, elle touche aussi les milieux LGBTQ+.
Et donc, qu'est-ce que vous répondez à quelque chose comme ça? Parce que c'est quand même vrai qu'il y a dans la mouvance LGBTQ+, dans le diagramme de Venn, là, peut-être une certaine gauche, une certaine condamnation d'Israël, une certaine condamnation des Juifs de manière générale. On ne va pas nier que ça existe. Qu'est-ce que vous répondez à M. Corona et aux signataires de cette lettre? Il y a des tensions, c'est clair qu'il y a des tensions. Puis une partie de ces tensions-là sont causées par les comportements de l'État d'Israël en Palestine. Et c'est sûr que si la situation se passait différemment, les tensions seraient autrement différentes. Là. Quand on regarde les images qui sortent de là, c'est vrai que ça laisse personne indifférent. Ensuite, la question, c'est nous comme organisation. Est-ce qu'on va exclure les personnes juives de notre défilé, de nos activités, sous prétexte qu'il y a un État qui fait des choses qu'on trouve pas correctes, ou sous prétexte que certains des individus ont des propos que nous, on trouve inacceptables. Puis c'est là la question que je me suis posée, moi, en arrivant à la présidence, puis c'est de dire, il faut que les personnes juives, il faut que les personnes de toutes les confessions qui partagent nos valeurs, qui partagent nos convictions, puissent défiler avec nous. C'est ça le bottom line. Après ça, on va revoir nos processus, on va revoir nos démarches parce qu'on veut toujours encadrer les processus. Puis évidemment, on est toujours contre le génocide. Puis quand on a parlé avec les représentants des communautés juives, ben, ils ont reconnu effectivement que toutes les pertes de vie humaines, toutes les pertes de vie civiles étaient déplorables puis qu'eux aussi, ils veulent la paix. Ensuite, on s'entend pas sur toutes les technicalités, mais certainement on s'entend sur ça et surtout, on s'entend sur le fait que un festival comme Fierté Montréal, toutes les confessions doivent pouvoir y participer, puis on ne devrait jamais exclure quelqu'un sur la base de sa confession ou donner l'impression qu'on le fait. On doit baliser les discours des personnes qui respectent pas nos visions puis nos convictions. Est-ce que c'est le rôle de Fierté Montréal de s'immiscer dans un conflit comme celui-là, de prendre une position? Vous utilisez le mot génocide. Bon, certains disent que c'en est un, d'autres non. Vous faites, puis encore une fois, vous avez le droit à votre opinion, mais c'est quand même, en tant que Fierté Montréal, une prise de posture forte dans un conflit qui ne vous regarde aucunement, là, à moins que vous ayez des origines palestiniennes ou israéliennes. Je veux dire, pourquoi vouloir à ce point prendre un bord, en fait, dans un truc qui se passe loin, qui n'a rien à voir avec la fierté LGBTQ+. J'essaie de comprendre, en fait. Je comprends votre questionnement, puis il y a plusieurs personnes qui le partagent. La première réponse que je peux vous donner, c'est que on n'est pas obligé d'être d'origine arabe ou d'être d'origine palestinienne pour être frappé par l'horreur de ce qui se passe en ce moment là-bas. Non, mais je suis très sensible moi-même, mais juste... Mais écoutez, il y a plusieurs communautés. Nous, notre rôle, notre mission, là, c'est d'amplifier les voix des communautés de LGBTQIA+. Il y a plusieurs de ces communautés-là qui sont particulièrement affectées par ce qui se passe en Palestine notamment, mais aussi ailleurs dans le monde. Puis nous, notre rôle, c'est d'amplifier les voix, d'amplifier leurs revendications, d'amplifier leurs visions. On crée des espaces sécuritaires où les gens peuvent être. Un des enjeux qui affecte énormément de nombreux groupes, c'est cette question-là. Il y en a d'autres. Dans les autres questions qu'on affecte aussi, il y a toute la question de la montée des discours haineux, la montée de la radicalisation, la montée de discours où on veut exclure plutôt qu'inclure. Puis la question qu'on doit se poser, c'est, nous, Fierté Montréal, comme organisation, où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Moi, j'ai décidé de tendre la main puis d'établir un dialogue. Mais fait, je vous cite Michel Blanc. Là. On a essayé de l'inviter. Bon, elle disait qu'elle ne souhaitait pas prendre part à ces débats-là, mais elle a quand même fait un statut Facebook. C'est toujours intéressant, vous l'avez Michel. Vu. Bon, je vous surprends pas. Bon, Michel Blanc, qui est une consultante, qui est une conférencière trans, accessoirement, elle s'est exprimée, elle dit qu'elle n'est plus la bienvenue dans les rassemblements LGBT après avoir été la porte-parole il y a une quinzaine d'années. Et elle explique, je suis la mauvaise trans depuis que je me suis présenté pour le méchant Parti québécois plutôt que le gentil Québec solidaire et je ne me gêne pas pour soulever l'irrationalité de l'idéologie inclusive qui ne cherche qu'à inclure ceux qui sont conformes à l'idéologie et à culpabiliser ceux qui oseraient soulever des questions. Je peux pas m'empêcher, puis c'est un peu, encore une fois, le constat auquel plusieurs arrivent, qu'on est comme arrivé à un point dans l'histoire de la mouvance LGBT où la volonté d'inclusion devient un prétexte à exclure, en fait. Faut être inclusif, mais juste de la bonne façon, puis si tu sors un peu du rang, ben là, t'es plus le bienvenu. Michel Blanc, elle est plus la porte-parole, elle fit plus, en fait, le narratif, si je veux. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également? Puis c'est quand même un mouvement qui a un historique là, de plus de 50 ans, là, je veux dire. Est-ce que c'est ce qui se passe depuis quelques années maintenant? Ben, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de polarisation dans les idées, dans les opinions. C'est sûr que Michel Blanc a des opinions qu'elle n'a jamais gardées. Non, elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle n'a pas la langue dans sa poche, ça c'est clair. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables de dire puis de vivre dans leur authenticité la plus grande. Puis c'est un peu ça aussi le résultat des luttes LGBT des dernières années. Le but, c'est de créer des espaces où les gens peuvent être authentiques 100% eux-mêmes. Est-ce que tous les espaces
espaces sont faits pour tout le monde? Non. Fierté Montréal, on ne pourra pas répondre aux besoins, aux aspirations de chaque individu. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée des espaces où on est capable de se rassembler, de tendre la main, puis d'exister ensemble. Nous, on veut le faire d'une manière qui est respectueuse. On veut le faire d'une manière où les gens se sentent en sécurité. Puis ça, c'est vraiment des choses qui sont super importantes pour nous. Fred Bastien? Ouais, bon, vous n'êtes pas sans savoir là, que c'est des enjeux qui déchirent beaucoup les gens. On reçoit beaucoup de commentaires, mais il y en a qui reviennent souvent, là, je pense à Alain notamment, qui pose la fameuse question du Moyen-Orient, qui dit que bon, les droits des LGBT au Moyen-Orient sont surtout représentés par Israël, puis pas dans les autres communautés autour. Là. Est-ce que vous avez une réaction à ça? Ben, je comprends les réactions, puis je comprends que ça crée beaucoup de conversations. Nous, ce que les membres nous disent, ce que les communautés nous disent, c'est que, nonobstant la représentation, en ce moment, ce qui se passe en Palestine, c'est épouvantable, puis c'est condamnable. Ensuite, nous, comme Fierté Montréal, on veut surtout le dire. Une fois que c'est dit, on veut aussi recentrer sur des enjeux qu'on a ici au Québec. Puis quand on est des groupes, des communautés marginalisées, c'est sûr qu'on a une sensibilité plus grande à d'autres communautés marginalisées qui peuvent vivre des formes de discrimination, d'annihilation ou tentatives de disparition. Il y a une sensibilité qui est plus grande exactement parce que les communautés de LGBTQIA+, ont vécu toutes sortes de discriminations dans le passé, continuent d'en vivre. D'ailleurs, la presse rapportait récemment là, une montée des actes homophobes ici même au Québec, à Montréal. Ça se passe là. Donc, c'est certain qu'il y a des sentiments de solidarité qui sont légitimes, qui existent. Après ça, la question, c'est quelle place on donne à chacun. Puis ça, c'est une question que c'est un débat. Certainement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais pour nous, c'est important de prendre un positionnement clair dans cette question-là, mais aussi de prendre un positionnement clair dans nos activités. On veut que ce soit des environnements sécuritaires. On ne peut pas avoir des discours haineux, sérophobes, transphobes, lesbophobes. Mais c'est là où, encore une fois, je tire la ligne souvent parce que ce que certains appellent le discours haineux, c'est seulement une remise en question, par exemple, de la théorie du genre, puis de différentes façons de voir le monde. Puis c'est pas une question de haine. Là. On a été souvent accusés chez Cube de promouvoir des discours haineux, alors que souvent, on ne fait qu'accueillir des experts, des docteurs, des scientifiques qui partagent des remises en question. Puis je vais terminer avec Michel Blanc, encore une fois, parce qu'elle résume, à défaut d'être avec nous, elle résume très bien ce que je voulais vous poser comme question. Elle dit que tu sois juif, policier, palestinien, sans-abri, baron d'entreprise, si tu es LGBT, tu devrais avoir le droit et le goût de participer à la fierté d'être qui tu es. Puis elle dit, je dois avouer que je comprends maintenant les gays de week-end, qui font semblant d'être hétéros toute la semaine et qui, le week-end venu, sont gays dans le village, là, au chalet ou quoi, parce qu'ils ont pas envie d'être associés à une certaine gauche LGBT qui est comme idéologique, qui est Québec solidaire, qui semble faire tout en son pouvoir pour finalement faire reculer l'acceptation des droits communs. Puis j'ai le sentiment, qu'en vous plongeant dans le cœur du débat sur la Palestine et Israël, d'une certaine façon, ça sert de repoussoir pour des gens qui en ont rien à foutre de ce conflit-là, puis qui finalement n'auront plus accès à cet espace que vous défendez de safe space, etc., parce qu'on les repousse. Puis Michel Blanc, elle-même, je pense, se sent repoussée par ça. Qu'est-ce que vous répondez à cette perception qu'à travers vos convictions, peut-être des fois un peu trop fortes dans la sphère politique, vous repoussez finalement une grande partie de la communauté qui veut juste vivre son orientation puis ses préférences sexuelles de manière normale. Tu sais, vous dénormalisez finalement le fait d'être... c'est intéressant que tu t'amènes la question d'employer le mot normal, parce que si on se rapporte il y a quelques années, seulement au Québec, le mariage entre deux personnes de même sexe, c'était pas normal, puis c'était interdit. Il y a des gens qui ont brassé les choses, qui ont fait avancer les convictions, que ce soit pour les personnes gays, les personnes trans. Ça, mais mon point, c'est que si moi je suis de droite, si moi je pense que c'est Israël qui a raison, si moi j'en ai rien à foutre de tout ça, quand je vois des organismes qui prennent des positions très arrêtées sur des trucs qui se passent à l'autre bout du monde, puis que là, ils excluent le CIDJA, puis j'ai juste plus envie d'y aller, tu comprends? Puis finalement, la cause que vous êtes né pour défendre à travers cet organisme-là, qui est une cause de normalisation, d'acceptation, de pleine participation à la société politique, civile, ben vous excluez des gens, tu sais, puis je trouve ça paradoxal dans une certaine mesure. Merci de la question, parce que oui, on a cette position-là par rapport à Gaza, mais on a aussi d'autres positions, des revendications qui sont ancrées dans la collectivité ici. Des revendications qui ont d'ailleurs pas changé depuis plusieurs années, parce qu'il n'y a pas d'amélioration à ce niveau-là. On pense entre autres à tout ce qui est le fait de pouvoir vieillir en demeurant dans notre identité. Il y a plusieurs personnes qui, quand ils vont dans des résidences, sont obligées de retourner dans le placard. Il y a des situations, des revendications qui sont ancrées ici au Québec. Puis, il faut se rappeler aussi que nos activités, on a 183 activités là, qui ont lieu entre le 31 juillet puis le 10 août. Ça va des événements à grand déploiement, mais on a aussi des conférences, on a aussi, ce soir, on a Gag et Paillettes, on a Drag Superstar qui commence cette semaine. Donc, oui, au niveau
politique, je comprends que ça peut créer des polémiques, ça peut créer des discussions, mais c'est les discussions qui font avancer la société, c'est les débats qui nous font avancer collectivement. Donc, pour nous, c'est une bonne chose de les avoir. Puis, il y a une tension entre est-ce que la fierté doit être militante, est-ce que la fierté doit être un festival, puis un gros party ou le plus gros party de l'année. Nous, la réponse qu'on dit, c'est que la fierté doit être les deux. Ça doit à la fois être un espace de célébration, mais aussi un espace où on a des discussions, parce que notre existence, elle est politique. Je vais laisser le mot de la fin à Fred. Ben non, mais je vous trouve Pose pas une question, là, Fred. Là. Ah, ben là, mon Dieu, C'est un mot de la fin, que ce soit une question, mais OK, dans ce cas, ce sera un commentaire. Je suis prêt à y répondre s'il faut. Non, mais je vous trouve très habile. Vous avez des excellentes lignes de communication, mais je trouve que ça doit être quand même extrêmement lourd de devoir rallier tous ces micro-mouvements-là au sein d'un seul mouvement. Ça a l'air beaucoup plus compliqué que c'était il y a 10 ans, là, dans le fond, rallier la cause. Là. C'est plus compliqué, mais c'est encore plus nécessaire. Puis, même si c'est pas facile, tu sais, il y a... Comment dire? Non, c'est vraiment pas facile à tous les jours, mais c'est important de le faire parce que les droits en ce moment, ils reculent partout dans le monde, on le voit. C'est important d'être visible, c'est important d'être audible, c'est important d'avoir des convictions. C'est vrai qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, mais en mettant d'abord de l'avant nos valeurs, puis en étant capable d'accepter aussi que des fois, nos actions ont une portée plus grande que qu'est-ce qu'on espérait, puis d'être capable de corriger le tir. C'est des choses comme ça qui font en sorte qu'on va être capable d'avancer en société, puis je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler aujourd'hui. Marlo Marleau, je rappelle que vous êtes la nouvelle présidence du conseil d'administration de Fierté Montréal. Je vous salue en tout cas d'avoir eu le courage de revenir sur la décision qui clairement faisait l'unanimité contre l'organisme. Et là, je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup. C'est ça l'important. Merci d'avoir été avec nous. Merci, puis on invite tout le monde à venir célébrer. Yes.